particulière, donc du type TEF, TCF, DELF ou bien DALF, qui me l'envoie s'il vous plaît par mail. J'ai dit à la fin de la séance, s'il vous plaît. Pourquoi vous n'écoutez pas quand on vous dit quelque chose? Pourquoi? Brabi, pourquoi? C'est incroyable. J'ai dit à la fin de la séance pour pas que je m'embrouille avec les discussions et que je revienne à la fin parce que je peux pas faire 36 000 choses en même temps. J'allais le faire, mais à la fin de la séance. Franchement, parfois, vous me laissez sans voix, hein. Bref. D'accord, madame, d'accord. Bon, j'ai oublié ce que j'allais dire du coup. Moi, je parle du B2 et vous m'envoyez vos adresses mail. Attendez, voilà. Pour l'évaluation du B2, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont une certification particulière du type TEF, TCF, DELF ou DALF, vous m'envoyez une copie à mon adresse mail, s'il vous plaît. Comme ça, je valide cela sur la base de données et que je vous mette la mention C pour certification et non pas pour un niveau C. Le niveau maximum que je peux donner, oui, attends, ça, je vais te laisser la parole. Le niveau maximum que je peux donner, c'est le niveau B2. Vous pouvez avoir un niveau supérieur à B2, mais vous aurez toujours B2 sur la plateforme. Et le niveau, c'est l'accumulation du niveau oral plus le niveau écrit. Le niveau oral, ça sera à la 5e séance. La semaine prochaine, je vous ferai une petite simulation pour les personnes qui n'ont jamais passé d'évaluation orale. Et pour l'écrit, ça sera au niveau de l'examen et de l'épreuve de production écrite. Elle sera évaluée de deux manières. La première, suivant le barème par rapport à la note, la moyenne de ce module-là. Et la deuxième, ça sera par rapport à votre niveau écrit. Une fois que j'aurai les deux niveaux, j'aurai le niveau final et vous le retrouverez sur la plateforme, enfin sur votre espace personnel. Oui, Saïf, ta question, je t'écoute. Combien? Combien? Depuis combien d'années? Non, mais Saïf, depuis 2019. Saïf, dans l'attestation BIDA, c'est marqué, cette attestation est valide jusqu'à telle date. Si c'était quelques mois, à la limite, j'aurais accepté. Quelques mois, fin d'année. Mais là, 4 ans, ça fait trop, Saïf. Tu vois, c'est pas possible. Je peux pas l'accepter. Je suis désolée. D'autres questions? Ok, alors, ce que je vais faire pour centraliser, comme ça, je ne vais pas avoir 36 000 mails, je vous envoie un mail avec ce que je viens de dire à l'instant par rapport aux certifications. Pour les personnes qui en ont une, valide, d'accord? Je dis bien valide. Surtout pour le TCF et le TEF, puisque le DELF et le DALF sont valides à vie. Cela, vous m'envoyez en réponse à mon mail les certifications pour que je les vois. C'est clair pour tout le monde? Oui, non? Oui, madame, c'est clair. Bien. Oui, madame. Et après, je mettrai sur Classroom un tableau avec l'ordre de passage de chacun de vous. Chacun de vous se connecte au moment où, enfin, l'heure qui est mentionnée sur le tableau. Et bien sûr, chacun de vous sera seul. Donc, l'évaluation durera à peu près 5 minutes. Ça peut parfois être beaucoup plus si jamais vous êtes un peu mal à l'aise ou que vous êtes stressé. Le but n'est pas de vous embêter, hein, n'est pas de vous bloquer. Le but, c'est de vous obliger ou pas de vous obliger, parce que j'aime pas l'obligation. Le but est de vous pousser à parler pour que je puisse avoir assez d'éléments pour évaluer votre niveau. Oui, Maëva. Madame, si on a déjà eu le B, on n'a plus besoin de le repasser, non? Bien sûr, Maëva, oui. Ok. De toutes les manières, j'ai une base de données. À partir de cette base de données,
je vais vérifier, vous, de votre côté, ce que vous pourriez faire. Vous pourrez vérifier sur l'espace personnel. Normalement, les personnes qui ont déjà validé leur niveau, ça a été fait à la 2e année. Oui, madame. Et l'espace personnel, ils ont déjà mis B2 validé. Ok, c'est ce que j'aurai moi aussi de mon côté par rapport à la base de données. Ok, madame. On a la même base de données, tu vois, Maëva. C'est juste que parfois, il y a des niveaux, parfois, il y a un bug ou quoi que ce soit, et donc les niveaux, parfois, on les voit plus en fait. Donc c'était juste pour vous demander de vérifier. C'est clair pour les autres? C'est bon? C'est bon. Ok, alors, on commence le cours maintenant tout de suite. On va s'intéresser au dossier de candidature. Normalement, vous, en tant que chercheur, donc pour un stage de PFE, vous êtes censé… Regardez, l'année dernière, je sais que vous avez travaillé et vous avez eu un cours sur le CV, la lettre de motivation. Cette année, je vais juste faire quelques petits rappels. Et s'il vous plaît, si vous avez des CV, essayez de les corriger et de les modifier suivant ce que je vais dire aujourd'hui. Et je vais publier un devoir sur Classroom et je vais vous inviter à déposer vos CV et ou vos lettres de motivation, bien sûr, pour les personnes qui ont envie qu'on corrige ou que je corrige, pardon, leur CV et leurs lettres de motivation. Mais après avoir corrigé de votre côté, hein, s'il vous plaît. Alors, mais avant de préparer votre CV et votre lettre de motivation, il est important que vous fassiez l'inventaire de vos compétences. Cela veut dire quoi? En gros, il faudrait que vous vous posez la question sur quelles sont les compétences que vous maîtrisez, quelles sont vos qualités qui vont jouer le rôle d'atout et quelles sont les compétences que vous maîtrisez moins et les compétences que vous maîtrisez pas du tout. Pourquoi vous avez besoin de faire ce travail avant? Parce que ça va vous permettre, un, d'identifier vos forces et deux, d'identifier vos faiblesses et d'établir un plan d'action pour que ces faiblesses-là deviennent des forces. Donc, je vais vous montrer là tout de suite, par exemple. Attendez. Juste un instant, s'il vous plaît. Vous voyez mon écran? Oui, Oui, madame. madame. Très bien. Alors, comme vous le voyez ici, pour déduire vos compétences, il faudrait déjà lister vos expériences professionnelles et dans votre cas, vos stages professionnels et vos projets académiques. À partir de chacune d'elles, enfin chacun d'eux, pardon, puisqu'il y a des stages aussi, il y a des stages et des projets, vous identifiez les compétences que vous avez pu développer. Vous les mettez donc noir sur blanc et donc, par exemple, hein, voilà un exemple, vous listez les tâches que vous avez effectuées durant le stage et durant le projet académique. Par exemple, vous dites, grâce à cette expérience ou suite à cette expérience, j'ai appris à, et vous mettez des verbes d'action. Ensuite, vous mettez qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez acquis comme compétence. Avoir à l'esprit qu'il y a essentiellement deux compétences, compétences techniques et compétences quoi? C'est à vous que je pose la question. Professionnel? Non, Technique? je l'ai dit.
Ah, Technique et... Qu'est-ce que tu veux dire par professionnel, déjà? Parce que ça veut pas dire grand-chose. le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est les compétences techniques. La communication, Matt. Et Communication. ce ne sont pas des compétences professionnelles. On Soft les appelle skills. des compétences, merci, Les ce sont des compétences personnelles. Autre chose. Alors, donc, vous mettez ce que vous avez acquis comme compétences et l'idéal serait que vous soyez capable d'apporter une preuve à l'acquisition de cette compétence. Bon, quand je dis une preuve, ça peut être une certification, assister à une formation, mais aussi au niveau des stages, hein, d'accord? Même rien que par exemple, quand vous faites une tâche et que vous apprenez ceci et cela, vous apprenez certaines choses, vous arrivez à acquérir certaines compétences techniques. Donc là, regardez ici, donc, comme vous le voyez ici, alors, ne jouez pas, s'il vous plaît, sur la quantité. Ce n'est pas ça qui est important. Plutôt, misez sur des choses que vous maîtrisez réellement. Dans le sens où il est inutile de lister 20 compétences alors que vous n'en maîtrisez même pas la moitié. Ça ne sert strictement à rien et ça ne rajoute rien à votre CV et à votre profil. Parce que finalement, vous ne les maîtrisez pas tant que ça. Mettez juste les compétences que vous maîtrisez parfaitement. Parce qu'en fait, vous allez par la suite, regardez ici, dans le slide suivant, regardez. Une fois que vous listez les compétences, donc à gauche, vous allez évaluer votre degré de maîtrise de ces compétences-là, puis vous allez élaborer ou mettre en place un plan d'action pour développer les compétences qui sont soit dans la catégorie junior, soit dans la catégorie autonome. Ça, c'est dans un premier temps. Hein. Donc, regardez ici. Vous pouvez vous amuser à le faire. D'ailleurs, vous allez le faire dans la partie asynchrone. Vous listez déjà dans un premier temps les expériences professionnelles et les expériences personnelles. Qu'est-ce qu'on veut dire par les expériences personnelles? Ça peut être les centres d'intérêt, les activités associatives, les jobs d'été, quoi d'autre? Les projets académiques, finalement, parce que ce ne sont pas des expériences professionnelles. Pour les expériences professionnelles, c'est… j'ai reçu une… Alors, juste un instant. Je ne sais pas qui a envoyé une demande. Par la suite, comme je vous ai dit, vous déduisez les compétences techniques et personnelles. Vous faites le bilan de ces compétences-là, ou plutôt du degré de maîtrise de ces compétences-là. Vous les hiérarchisez et vous rajoutez le plan d'action et vos marges de progression. Ensuite, vous commencez à ce moment-là à élaborer votre CV. Bien sûr, il est nécessaire, avant d'élaborer votre CV, ah oui, juste, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, il est aussi important, par exemple, une fois que vous avez fait l'inventaire de vos compétences que vous avez acquis, ça serait intéressant de réfléchir aux compétences que vous ne maîtrisez pas du tout et que celles-ci sont importantes dans votre domaine. Donc, comme ça, vous vous rendez compte déjà, vous prenez conscience qu'il y a des compétences que vous ne maîtrisez pas et deux, vous réfléchissez à la manière de commencer à les acquérir. Parce que si vous n'avez pas conscience, vous ne pourrez pas travailler dessus, en fait, tout simplement. Maintenant, il faudrait aussi, avant d'élaborer votre CV, il faudrait penser à réfléchir sur votre projet professionnel. Vous pourrez vous amuser à faire cette activité-là entre
En fait, c'est une activité à faire tout seul de votre côté, en réfléchissant à ce que vous aimez, à ce que vous n'aimez pas, à ce que vous savez faire et ce que vous ne savez pas, et à ce que vous connaissez. Par la suite, donc, il y a le marché du travail de l'autre côté, donc ce que vous avez fait sur le marché du travail. Ensuite, vous essayez de réfléchir par rapport à vos préférences professionnelles, dans le sens où, par exemple, dans quoi vous préférez travailler? Est-ce que vous préférez travailler dans des startups? Est-ce que vous préférez travailler dans des sociétés internationales, par exemple? Est-ce que vous préférez être en télétravail ou est-ce que être sur site, etc., etc. Parce que tout simplement, ça va filtrer votre recherche vers des choses ou vers des offres d'emploi qui vont plus vous intéresser. Parce que le reste, c'est une perte de temps inutile. En plus, c'est une perte de temps, et en plus, c'est inutile parce que tout simplement, ça ne vous mènera nulle part. Si vous choisissez des offres d'emploi où il y a certaines conditions qui ne vous conviennent pas, ça ne sert à rien puisque soit vous n'allez pas envoyer, soit si vous allez envoyer, il se peut que vous n'acceptez même pas et que vous ne soyez pas très, très motivé. Ou pire encore, vous travaillez sans être réellement motivé. Et donc, bien sûr, il y a autre chose qui vont... il y a d'autres choses qui vont venir par la suite. Alors, donc là, une fois que vous avez mis noir sur blanc vos préférences professionnelles, mais aussi vos compétences utiles sur le marché du travail, de l'autre côté, vous essayez de vous poser la question, bon, vous, ça ne se pose pas, je ne sais pas si ça se pose finalement, par exemple, pour votre option, est-ce que vous pouvez travailler dans différents secteurs d'activité ou pas du tout? Il y a juste un secteur dans lequel vous êtes obligé de travailler. Pas forcément, madame. On peut travailler dans plusieurs secteurs. Bah justement, donc là, la question peut se poser éventuellement pour vous. Quels sont les secteurs d'activité qui vous intéressent? Quelles sont celles qui ne vous intéressent pas? Quels sont justement, est-ce que vous préférez après, bon, par rapport aux différents types d'entreprises, je ne pense pas que la question se pose beaucoup par rapport à vous. Donc là, ce n'est pas pour vous, mais c'est de façon générale. Éventuellement, donc le statut de l'entreprise peut, donc après, vous pouvez en fait réfléchir par rapport à ça parce que une fois de plus, ça va filtrer vos recherches pour gagner du temps au maximum. Alors, donc, il n'existe pas de CV parfait. Maintenant, vous devez au maximum faciliter la tâche à l'employeur, dans le sens où l'employeur devra voir les éléments qu'il a lui-même mis dans l'offre d'emploi, des éléments parsemés par-ci par-là dans votre CV, pour qu'il voit en vous le candidat le plus approprié par rapport au profil idéal. Je vous mets une vidéo et après, on en parle tout de suite après. Attendez, hein. Vous voyez mon écran, c'est bon? Oui, madame, c'est bon. Très bien. Je vais désactiver mon micro et je vous mets ça de suite.
recruteur consacre 30 secondes à la première lecture d'un CV. Ce simple document doit donc vous faire sortir du lot et vous démarquer des nombreuses autres candidatures reçues par l'entreprise. C'est un véritable travail de fond qui nécessite du temps et de la réflexion afin de synthétiser de façon claire toutes les informations utiles. Votre CV doit refléter votre identité. Il est ce que vous êtes. Mais attention, ne faites figurer que les éléments de votre profil professionnel. Laissez de côté votre vie privée. Prêt ? Commencez par indiquer vos coordonnées. Votre photo n'est pas obligatoire, mais si vous décidez d'en mettre une, qu'elle reste sobre et professionnelle. Exit les photos de vacances. Il est recommandé d'indiquer le poste que vous recherchez, celui dans lequel vous vous projetez. Il montre que vous avez un objectif précis en tête. Si vous recherchez un CDI, parlez en premier lieu de vos expériences professionnelles. Valorisez celles qui sont significatives pour le poste visé. S'il s'agit d'un stage ou d'un apprentissage, commencez par votre formation. Soyez honnête, inutile de vous survendre. Votre CV doit être fidèle à ce que vous êtes. Donnez des preuves concrètes, oubliez les formulations vides ou les compétences fourre-tout comme capacité de travail importante et je suis autonome. Indiquez comment vous avez personnellement contribué au bon déroulement de vos missions et pensez à mettre en avant les détails qui peuvent vous distinguer des autres. Attention, commencez toujours par vos dernières expériences. Vous n'avez pas beaucoup d'expérience ? Qu'à cela ne tienne, mettez en avant les activités au cours desquelles vous avez développé des compétences professionnelles. Bien. Et maintenant, comment bien parler de ces expériences ? Utilisez des intitulés précis pour décrire vos missions. Pour celles qui ne sont pas techniques, employez plutôt des verbes d'action, par exemple animer et superviser, au lieu de suivi de ou gestion de. Parlez ensuite de votre formation. Indiquez vos derniers diplômes obtenus. Vous parlez plusieurs langues ? Précisez lesquelles, avec votre niveau dans chaque langue. Si vous avez passé des tests de langue, n'oubliez pas d'indiquer votre score. Bien entendu, tous vos séjours à l'étranger sont un plus. Si vous maîtrisez l'informatique, il faut le renseigner dans le détail. Ces compétences sont essentielles aujourd'hui. Quel logiciel maîtrisez-vous ? Même les réseaux sociaux peuvent être de la partie. D'autres choses ? Oui, vos centres d'intérêt. Choisissez des activités régulières qui vous distinguent des autres candidats et peuvent réellement appuyer votre projet professionnel. Par exemple, si vous avez été dans un club sportif, mettez alors en avant votre esprit d'équipe. Ce n'est pas terminé. Pour la plupart des postes, il vaut mieux privilégier une forme sobre. Le CV doit tenir sur une page A4 et rester lisible. Adoptez une seule logique de présentation, aérez vos paragraphes. Enfin, veillez à ce que la mise en page, les marges, les titres soient réguliers. N'utilisez que 2 polices au maximum, n'abusez ni du gras, ni de l'italique, ni du soulignage. Terminé ? Vérifiez bien l'orthographe et la syntaxe. Faites-le relire. Plusieurs avis valent mieux qu'un. Votre CV est prêt à être envoyé. Pensez à l'envoyer en PDF pour qu'il soit lu sur tout type d'ordinateur. Relisez bien l'email et la lettre de motivation qui l'accompagnent et préparez-vous d'ores et déjà pour un éventuel entretien d'embauche. Retrouvez tous les conseils sur le site de recrutement d'AXA, recrutement.axa.fr. Alors, là, je vais continuer par rapport à ce qui a été dit dans la vidéo. Je vais développer certains points. Je vous montre ça de suite. Un instant.
Alors, comme vous le voyez sur le slide, et c'est ce qui a été dit déjà dans la vidéo, c'est qu'un employeur ou un futur employeur ne regarde pas vraiment, enfin, ne passe pas beaucoup de temps sur votre CV. Donc, soit il va regarder en diagonale, soit donc il va regarder certains éléments qu'il a besoin de voir. Et oui, Ezer, qu'est-ce que tu veux? Madame, les stages sont des expériences professionnelles aussi. Hein. Bien sûr. Mais de toutes les manières, c'est le cas pour vous, par exemple. Madame Rares Barras, sont ceux, hein. dans le CV, il montre le titre de poste de stage. C'est ce qui est dit dans la vidéo, c'est ce que tu veux dire. Oui. Oui, Dans la madame. vidéo, c'est de façon générale, Ezer. Ce n'est pas le Ah, CV de d'accord. stage. Pour vous, par exemple, vous devez mettre un titre à votre CV. Ça serait quoi le titre, par exemple, pour vous, en parlant du titre, par exemple? Hein? Ça serait quoi le titre? Dites-moi. Étudiant. Il est ingénieur. Voilà, continue. C'est tout? Élève ingénieur. L'objectif, madame, c'est Non, chercher un stage. avant. Élève ingénieur, dans l'absolu, comme ça. Ça peut être électromécanique, informatique, ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Et il y a Élève ingénieur, l'ingénieur informatique spécialité, on met la spécialité aussi. bien sûr. Ça fait gagner du temps. Parce que tout simplement, votre employeur ou futur employeur lira directement, déjà aura une idée sur votre spécialité et ça va lui permettre de savoir que vous êtes encore un élève ingénieur. Donc, vous mettez élève ingénieur en informatique, spécialité, etc. Et comme a dit, je ne sais plus si c'est Ahmed, l'un de vous, les garçons, vous avez mis à la recherche d'un stage de PFE à partir de telle date pour une durée de tel mois. Ça permet de gagner du temps. C'est 2 lignes qui permettent de gagner énormément de temps pour l'employeur et en plus, vous lui facilitez la tâche. Parce que tout simplement, comme je vous ai dit, le recruteur ne passe pas beaucoup de temps à lire votre CV. Et après, il va en distinguer 3 catégories. La première, ce sont les candidats à ne pas manquer, donc ceux qui correspondent parfaitement à l'offre d'emploi. Les candidats potentiels, mais peut-être pour un autre poste. Et les candidats à rejeter, parce que soit leur CV ne va pas, soit leur domaine ne va pas du tout avec le domaine demandé, le domaine qui est recherché par le recruteur, soit il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il va regarder en premier? Donc, le recruteur. Donc, il va voir le titre de votre CV. Donc là, il va avoir une idée sur votre poste, sur votre spécialité, pardon. Si jamais vous recherchez un stage, donc il va avoir votre disponibilité, il va avoir votre adresse, et votre adresse, bien évidemment, donc il saura si vous habitez loin ou proche de l'endroit où vous allez travailler. Puis après, bien sûr, il verra quand est-ce que vous allez, vous dans votre cas, pardon, il va voir quels sont les stages professionnels que vous avez eus. Donc, il est important de mettre les stages professionnels du plus récent vers le plus ancien. Bien sûr, avec tous les détails que ça englobe, je vous en parlerai en détail par la suite. Et bien sûr, les diplômes que vous avez obtenus. Et s'il vous plaît, je vous en conjure, dans vos CV, ne mettez pas que vous avez déjà le diplôme d'ingénieur. Je le vois sur des centaines de CV, alors que vous ne pouvez pas être des élèves ingénieurs et avoir votre diplôme d'ingénieur. C'est impossible. Même si vous allez l'obtenir, ne mettez que les diplômes que vous avez déjà obtenus. Et j'en suis sûre, même si je dis ça, j'en suis sûre que je vais retrouver dans les CV diplôme d'ingénieur en informatique, spécialité, etc. Mais s'il vous plaît, mettez juste dans la catégorie parcours académique, vous mettez la formation, donc à partir de quand vous avez intégré Esprit par exemple, la fin prévue. Ensuite, vous mettez formation
pour l'obtention du diplôme d'ingénieur en spécialité, vous mettez votre spécialité. Et vous mettez par la suite, si vous avez un diplôme de licence, par exemple, et le baccalauréat, vous mettez simplement le mois d'obtention, le mois et l'année d'obtention. Et ça va être le cas également pour votre diplôme d'ingénieur. Est-ce que c'est clair? Oui. On verra, j'espère de tout mon cœur voir des CV qui respectent cela parce que j'en vois très, très, très souvent cette erreur-là. Alors, ensuite, madame. hein? Madame. J'espère. Oui, j'espère. C'est ce que je disais. Alors, utilisez un ton bref et précis. Allez droit à l'essentiel. Même pour les tâches que vous allez mentionner, ne faites pas de rédaction. Mettez ça soit avec des verbes d'action ou des noms d'action. Si vous commencez par les verbes d'action, finissez jusqu'à la fin avec les verbes d'action. Si vous commencez avec les noms d'action, mettez les noms d'action. Ensuite, donc ça, c'est pour les tâches effectuées. Hein. Vous pouvez rajouter une ligne pour mettre les compétences acquises. 2 points. Qu'est-ce que vous avez acquis comme compétences techniques? Qu'est-ce que vous avez acquis comme compétences personnelles? Ensuite, bien sûr, la forme est tout aussi importante. Choisissez un template qui soit lisible, où il n'y ait pas beaucoup de couleurs et qui vous permette de mettre l'essentiel dans une page, ne pas dépasser. Hein. Donc là, voilà quelques exemples, je pense que vous les connaissez. Ensuite, bien sûr, s'il vous plaît, ne mentez pas sur vos compétences ni sur vos diplômes. Ça ne sert à rien puisque on peut facilement les vérifier. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui. Non. Alors, regardez ici. Je le dis souvent, et on le dit, et on le sait, et vous le savez, que un bon CV, c'est un CV qui est personnalisé à l'offre d'emploi. Sauf que on sait parfaitement que les étudiants ne font jamais de CV personnalisé parce que pour eux, c'est une perte de temps. Or, je peux vous assurer que ça fait gagner énormément de temps et c'est plus efficace pour vous parce que finalement, c'est quoi le fait de personnaliser? Vous n'allez pas refaire tout le CV. Maintenant, suivant l'offre d'emploi, vous allez rajouter ou parsemer votre CV de certains éléments que le recruteur cherche. Par exemple, dans les compétences techniques, dans les compétences personnelles, dans les compétences informatiques, etc., etc. Mais bien sûr, en ne mentant pas. C'est juste, vous les mettez noir sur blanc pour qu'ils les voient. Et ce qui serait intéressant, c'est que, vous les insérez dans les différents stages, les formations, les projets académiques, les centres d'intérêt, etc., etc. Et 2, après, vous pouvez consacrer une catégorie, donc plutôt, voilà, une catégorie pour les types des compétences et à chaque fois, juste vous les citer, comme ça au moins, par exemple, je dis n'importe quoi, Java. Donc, ça peut, en fait, je dis au hasard, hein, ça n'a rien à voir avec votre domaine. Enfin, je ne sais pas si c'est en rapport avec votre domaine, pour être honnête. Vous mettez ça dans les compétences techniques. Or, ce qui serait intéressant, c'est de mettre quand est-ce que vous avez pu l'acquérir, surtout suite à un stage professionnel. Donc, si jamais, par exemple, dans un des stages professionnels, vous avez pu utiliser cela, il suffit après avoir mis les tâches effectuées durant le stage, vous mettez compétences acquises, par exemple, 2 points Java. Et là, il va savoir automatiquement comment vous avez acquis cette compétence technique. Alors, ensuite, juste un instant. Donc là, par exemple, il va chercher certains mots-clés, les mots-clés qu'il a dans l'offre d'emploi. Gardez en tête que le recruteur sait pertinemment qu'il ne va jamais trouver un candidat qui correspond au profil idéal qu'il a mis, qu'il a rédigé dans l'offre d'emploi. Maintenant, ce qu'il va faire, il va essayer de trouver le candidat qui se rapproche le plus de ce profil idéal. Vous, votre travail, c'est quoi? C'est que vous allez essayer de faire correspondre votre CV au profil idéal ou le maximum d'éléments par rapport aux éléments présents ou cités dans l'offre d'emploi.
Donc, en fait, c'est pour lui dire, voilà, je suis la personne que vous recherchez. Donc, voilà 6 rubriques incontournables du CV. Bien sûr, le titre. Je vais vous montrer après les CV. Hein. Ensuite, votre état civil, bien sûr. Donc, nom, prénom, adresse mail, bien sûr, professionnel. Hein. Numéro de téléphone, adresse postale, date de naissance ou plutôt l'âge. Mais à ce moment-là, il faudra penser à mettre à jour votre CV. L'état civil, la nationalité. Maintenant, j'attire votre attention. Par rapport au CV, par rapport aux États-Unis, aux États-Unis et au Canada, il est strictement interdit de mettre la nationalité, l'état civil et la photo. Et la date de naissance d'ailleurs. Aucun élément peut faire ou qui peut discriminer quelqu'un. Par contre, pour la photo, elle n'est pas obligatoire dans tous les cas. Hein. Mais si vous la mettez une photo professionnelle. Bien cadrée, pas de selfie, pas de photo de vacances, pas de photo dans un café, pas de photo avec des lunettes de soleil, ni de casquette, avec une tenue présentable. Les filles, pas trop décolletées, pas de photo de mariage, pas trop maquillée. Il faut que ça soit une photo présentable avec un fond neutre, que ce soit un fond foncé ou un fond clair, c'est pas un problème. Vous pouvez sourire sur la photo, c'est pas grave. Je dis bien sourire, hein, pas rire. Et il faut que la photo soit bien éclairée, qu'on voit bien votre visage, et les traits de votre visage. Bien sûr, vous pouvez, si vous souhaitez, mentionner le lien de votre profil LinkedIn, bien sûr, si vous êtes actif sur le profil. Hein. Ça permet de montrer un tout petit peu beaucoup plus de choses par rapport à votre personnalité et par rapport à votre profil. Ensuite, donc, il faut, alors, l'accroche n'est pas obligatoire. Mais si vous la mettez, il faut qu'elle soit bien rédigée. Dans le sens, il faut aller droit au but, donner une idée sur votre objectif professionnel. Quoi d'autre? Une idée sur un atout qui peut être essentiel, enfin un atout de vous qui peut être essentiel dans le travail. Et voilà, juste un tout petit peu. L'essentiel de votre profil. Si vous ne savez pas vous y faire, laissez tomber. Ensuite, bien sûr, la formation. La formation, il faut, comme je vous ai dit, mettre votre parcours académique, à savoir diplôme et formation universitaire. Vous commencez par votre formation, parce que c'est la plus récente. Vous mettez la fin prévue et vous mettez que comme je vous ai dit tout à l'heure, formation pour l'obtention d'un diplôme d'ingénieur en, etc., spécialité telle, bien sûr l'institution, la ville et le pays si jamais vous postulez à l'étranger. Ensuite, vous allez vers vos diplômes que vous avez obtenus avec le mois et l'année d'obtention. On continue. Si vous avez changé de formation, c'est pas grave, mettez-les. Après tout, ça vous a permis d'acquérir certaines compétences. Donc, ce n'est pas grave, mais attendez-vous à ce qu'on vous pose la question au niveau de l'entretien. Donc là, vous mettez la date de début, d'accord, le type de formation, le nom de la formation et le nom de l'école, de l'université, de la ville, le code postal. Et non, la ville, pardon, pas de code postal, pardon. La ville et le pays. Alors, quoi d'autre? Maintenant, les expériences professionnelles. Comme l'un de vous l'a dit, étant donné que vous n'avez pas, ou la plupart d'entre vous n'a pas encore d'expérience professionnelle, et vu que c'est un CV de stagiaire, il faudrait juste mettre les stages professionnels, bien sûr du plus récent vers le plus ancien. Vous mettez
vous mettez ce que vous avez, regardez ici, ce que vous avez mis. Attendez. Alors, en fait, je suis pas en train de tout lire, hein, d'accord, comme d'habitude, parce que tout simplement, il y a beaucoup de détails, donc je vous invite à lire tout seul de votre côté. Je suis juste en train de récapituler au maximum, et en plus, sachant que vous l'avez déjà étudié l'année dernière. Oui, Khalil, c'est quoi ta question? Madame, quelle est ta expérience professionnelle? Français. Si on a une expérience professionnelle, comment on l'indique dans le CV? Alors, si vous avez une expérience professionnelle, ce que vous faites, est-ce que c'est une expérience dans le même domaine? Oui. Donc, ce que tu fais, tu as deux solutions. Mais moi, je pense, hein, pour ne pas trop charger votre CV, vous mettez… qu'est-ce que vous pourriez faire? Alors, voilà, vous mettez stage / expérience professionnelle, entre parenthèses, LES. Donc, en fait, vous mettez les deux. Bien sûr, vous faites la chronologie, hein, d'accord? Donc, de la plus récente vers le plus ancien. Si l'expérience professionnelle est plus récente, bah, vous la mettez en premier. Si l'expérience est moins récente, vous la mettiez en deuxième ou en troisième position. Tu as Ok, compris, madame. Khalil? Oui, oui, ok. Donc, c'est possible, hein? C'est pas grave. Si tu as plus d'expérience, par contre, Khalil, si tu as beaucoup plus d'expérience, si tu as 2 ou 3 expériences, à ce moment-là, gardez une catégorie pour les expériences professionnelles et une autre catégorie pour les stages. Et bien sûr, une fois que vous serez en train de… Vous travaillerez. Une fois que vous travaillerez et que vous… alors, j'ai oublié, j'ai perdu le fil. Une fois que vous allez travailler et que… Je perds le fil. Attendez. Ah oui, voilà. Une fois que vous allez travailler, vous n'aurez plus besoin de mettre les stages professionnels. Donc, dès que vous avez, par exemple, 3-4 expériences professionnelles, ne mettez plus une catégorie pour les stages professionnels. Ça va surcharger votre CV pour rien. Donc, vous enlevez les stages professionnels et vous mettez juste les expériences professionnelles. En fait, il s'agit de doser. Pour vous, en tant que stagiaire, la plupart du temps, vous avez plus de stages professionnels que d'expérience. Donc là, ou même carrément pas d'expérience professionnelle. Dans ce cas-là, vous mettez expérience professionnelle, stage professionnel et les projets académiques. Si jamais vous avez les deux, ça dépend de combien vous avez d'expérience. Si c'est une seule, donc vous mettez dans la même catégorie que les stages. Si c'est plus qu'une seule, vous laissez vous consacrer une catégorie d'expérience, une autre pour les stages et une pour les projets académiques. Si vous êtes en train de postuler après des années d'expérience professionnelle, vous mettez simplement les expériences professionnelles, vous enlevez les stages, vous enlevez les projets académiques. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez compris? Oui, non, Oui, des madame. questions. Donc, c'est juste une question de dosage, Khalil, tu vois. Alors, juste un instant. Ben, alors, là, c'est ce que je viens d'expliquer, hein. Ici, pour les expériences professionnelles, quand est-ce que vous avez commencé, le mois et l'année? Si c'est la même année, vous mettez simplement, par exemple, mai, décembre et l'année. Pas la peine de mettre, par exemple, mai 2019-décembre 2019. Vous mettez mai, décembre 2019. Et le nom que vous avez occupé, le nom de l'entreprise, quelles sont les missions que vous avez eu à faire. S'il y a des résultats, vous les mettez concrètement et vous mettez les compétences acquises et développées durant ce travail. Pour les CV de stagiaires aussi, vous pouvez rajouter une autre catégorie pour les jobs d'été.
tout ce qui est serveur, tout ce qui est si vous avez donné des cours particuliers, si vous avez été babysitter. Ça paraît banal, mais déjà, c'est pour charger votre CV. Et en plus, vous pouvez intégrer des compétences personnelles que vous avez acquises. Par exemple, le fait que vous avez été serveur, déjà, quelles sont les compétences personnelles que vous aurez pu acquérir? Communication, madame. Oui, quoi d'autre? Service client. Il n'y a pas de service client dans les compétences, dans les compétences personnelles. Il y a communication, mais aussi le serveur, est-ce qu'il travaille seul? Gérer, madame, les conflits. Oui, mais aussi avant les conflits. Ahmed, pourquoi tu es parti vers les conflits? Travail d'équipe, madame. Voilà, travail d'équipe. Donc, on a la collaboration, le travail d'équipe, la gestion des conflits, la communication. Bon, prise de parole en public, pas vraiment. Il ne va pas faire un discours, le serveur. Il va faire un discours. C'est un serveur. Fais un showcase, madame. Non, c'est un serveur. Donc, il pourra, par exemple, qu'est-ce qu'il pourrait faire aussi? Le sens de l'écoute aussi, le sens du service. Hein? Chanter. Si c'est un chanteur, c'est autre chose. Effectivement. Ben, on continue. Donc, vous voyez, même les jobs d'été, c'est intéressant de les mettre, les centres d'intérêt aussi et les activités associatives, puisqu'elles vous permettent d'acquérir des compétences personnelles qui peuvent être intéressantes pour l'employeur, en fait, tout simplement. Alors, donc là, puis après avoir mis donc la formation, etc., vous rajoutez une catégorie pour mettre les compétences. Vous les catégorisez en 1, compétences techniques. Donc, vous citez les compétences normalement que vous avez déjà insérées dans les autres catégories. 2, compétences informatiques. Donc, ce sont les compétences qui n'ont rien à voir avec votre domaine. Hein. Technique, c'est en rapport avec votre domaine. Informatique, ça n'a rien à voir avec votre domaine. Mais c'est en rapport avec l'informatique. Donc, tout ce qui est Word, Excel, etc. Mais aussi des langages, peut-être vous en avez besoin, mais que n'importe quelle personne, indépendamment de vous, puisse utiliser. Quoi d'autre? Les compétences linguistiques. S'il vous plaît, ne mettez pas le, écrit, parler, ça ne veut absolument rien dire. Commencez par la langue maternelle. Mettez, par exemple, je dis n'importe quoi, arabe, 2 points, langue maternelle. Puis, commencez par citer les langues que vous maîtrisez le plus, vers les langues que vous maîtrisez le moins. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez soit niveau débutant, donc là, vous commencez à peine à maîtriser la langue. Intermédiaire, vous êtes capable d'avoir une conversation dans la vie quotidienne correctement avec quelqu'un, même si vous faites des fautes. Donc, ça va être entre le B1 et le B2, hein, le niveau intermédiaire. Et sinon, niveau expert, qui veut dire entre C1 et C2, généralement, les gens bilingues, soit c'est des profs, en fait. Hein. Donc, maintenant, ce qu'on dit, c'est qu'il est inutile de mettre une langue que vous commencez à peine à maîtriser. Mais elle peut être intéressante dans le sens où si jamais vous postulez en Allemagne et que vous commencez à peine à étudier l'allemand, il serait intéressant de mettre allemand, 2 points, niveau débutant. Par contre, si vous postulez en France et que vous avez commencé à étudier l'allemand, ça ne sert strictement à rien et ça ne rajoute rien à votre profil de mettre allemand niveau débutant. Est-ce que c'est clair? Oui. Bien, merci. Alors, sinon, madame, oui. on peut faire des pourcentages pour de donc. Franchement, Ahmed, je sais que ça se fait dans les CV, mais moi, je n'aime pas ça du tout. Parce que finalement, les pourcentages, tu n'es pas apte à juger, à évaluer ton niveau.
Parce que regarde, quand tu donnes niveau débutant, intermédiaire, expert, au moins, tu sais où te situer. Débutant, c'est que, voilà, tu commences à peine à comprendre une langue. Intermédiaire, tu peux avoir une conversation normale. Et expert, c'est que tu es capable d'avoir une conversation professionnelle, tu as un vocabulaire assez recherché, etc. Donc le recruteur, il a une approximation de votre niveau. Maintenant, si tu mets un pourcentage, toi, en tant que futur ingénieur en informatique, tu n'es pas apte à évaluer ton niveau. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas mauvais, mais tu n'as pas les compétences pour bien évaluer ton niveau. C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Ahmed? D'accord, madame. D'après vous, c'est mieux de le faire débutant ou intermédiaire, c'est mieux personne. C'est mieux, à moins que, Ahmed, tu aies une certification qui prouve ton niveau. Si tu as une certification du type TEF, TCF, DEF, DALF en français et TOEFL par exemple, ou TOEIC, ou l'autre là, comment il s'appelle? Attendez, l'autre certification en anglais, j'ai oublié. TOEIC. Non, à part TOEIC, TOEFL et je ne sais plus l'autre, c'était quoi. Bref, il y a un score dans la certification. À ce moment-là, vous mettez le niveau. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez un niveau B2. Vous avez obtenu grâce à un TCF. Vous mettez français, 2 points, B2. Entre parenthèses, vous mettez TCF, 2 points, votre score. Est-ce que c'est clair? Oui, non? C'est très clair, d'accord, merci. Je t'en prie. Alors, on continue. مادام بالي عندي سؤال Hmm, ابار الفيديو ما شنو ناخذ rien. ميرسي Qu'est-ce que tu veux avoir, toi, Oussema? Dis-moi. Tu sais Bon, pourquoi tu dois avoir un niveau B2 en français à esprit? شنو Tu le sais ou pas? Tu sais pourquoi tu dois avoir un niveau B2 à esprit ou pas? لا Hein? Non. Tu sais pas? Tu t'es jamais posé la question pourquoi tu dois obligatoirement avoir un niveau B2? Non, madame, pas bien. B. Alors, le niveau B2 en français et en anglais, qu'on exige à esprit, c'est parce que la CTI exige des étudiants d'esprit qu'ils aient un niveau B2. Est-ce que vous savez ce qu'est la CTI? Oui ou non? Oui, madame, commission des titres d'ingénieur. Merci. Donc, effectivement, c'est la commission des titres d'ingénieur qui exige d'esprit que ces étudiants aient un niveau B2 à la fin des 5 ans pour être ingénieur en informatique, électromécanique, génie civil. Pour d'un cadre européen. On estime que tu n'as pas besoin d'être un expert pour communiquer dans le monde en tant que personne non spécialiste. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, vous voyez ce que je veux dire plutôt? Oui ou non? Oui, madame. Oui, mais Donc, c'est tout. En fait, donc, maintenant, Oussema, quand tu le passes à esprit, déjà, tu passes production écrite, production orale. Et en plus, c'est dans le cadre de ton institution. Donc, tu ne le passes pas dans un cadre de centre agréé par l'État ou centre reconnu. C'est ton institution, c'est tes professeurs qui évaluent ton niveau. Si tu l'avais passé au centre d'esprit, il y a un centre de langue dans lequel vous pouvez passer le TEF. Là, si tu obtiens le TEF, tu auras une certification qui est valide dans le monde entier. Mais toi, le B2 en français et en anglais à esprit te permettent simplement d'obtenir ton diplôme à la fin des 5 ans. Parce que même si tu passes la soutenance, juste, je le répète devant tout le monde, même si vous faites votre soutenance et que vous n'avez pas le niveau B2 en français et en anglais, vous aurez des problèmes pour obtenir votre diplôme.
Elle va passer ses examens en décembre. En décembre. Pourquoi en décembre? Je pose la question. Non, Oussema, je l'ai dit au début de la séance. Tu passes, au niveau de la 5e séance, tu passes l'oral. Puis après, au niveau de l'examen, tu as l'écrit. Et moi, une fois que j'ai l'écrit et l'oral, je vous mets le niveau final sur votre espace personnel. Si jamais vous n'avez pas pu avoir ou valider votre niveau, donc vous n'avez pas obtenu votre niveau B2, à ce moment-là, il faudra aller au centre de langue des pas pour passer le TF, hein, pour passer là le 2. Vous passerez donc l'écrit et l'oral au même moment. Et après, un ordinateur vous donnera le niveau et vous pourrez valider votre niveau pour obtenir votre diplôme. C'est clair. Mais bien sûr, quand vous allez au centre de langue, c'est payant. Avec moi, c'est gratuit. C'est dans le cadre de votre cursus universitaire. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui, madame. Je t'en prie. Merci, mademoiselle. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Attendez. Mais maintenant, tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez fait attention dans la vidéo, c'était que on vous a dit de mettre les séjours si jamais vous avez fait des séjours à l'étranger. Parce que ça donne une idée, ça donne encore plus une idée beaucoup plus claire sur votre niveau. Maintenant, bien sûr, pas les séjours touristiques. Hein. D'accord? Ne mettez pas que vous avez voyagé, quoi. Que vous êtes parti en Angleterre ou aux États-Unis. Ça ne rajoute rien à votre CV. Mais si, par exemple, vous êtes parti dans le cadre d'une association du type ISEC, est-ce que vous connaissez le principe? Oui ou non? Non. Alors, ISEC, en fait, est-ce que l'un de vous connaît le principe déjà? Non, madame. Alors, c'est basé sur un échange d'étudiants qui vont dans des séjours qui peuvent durer quelques mois. Donc, par exemple, nos étudiants, c'est sur une plateforme, en fait, et ils ont accès au séjour, ou plutôt au pays disponible, et les personnes vont dans tel ou tel pays. Et bien sûr, il y a différents types de stages, mais généralement, ce sont des stages bénévoles, hein, c'est gratuit, vous n'êtes pas payé, donc, mais ça vous permet, un, de connaître la culture du pays dans lequel vous allez vivre, et deux, d'éventuellement parler en anglais ou bien parler avec la langue du pays dans lequel vous allez séjourner. À ce moment-là, il serait intéressant de mettre que vous avez fait un séjour, par exemple, aux États-Unis. Je dis n'importe quoi, hein, d'accord? Ou même dans un pays où la première langue est l'anglais, hein, d'accord? Pas forcément aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, hein. Maintenant, à part ça, ne mettez rien du tout. Ne mettez pas les séjours touristiques. Alors, ensuite, comme je vous ai dit, juste un instant s'il vous plaît. Oups, pardon. Non, j'ai oublié de vous dire ça. Non, c'est bon. Ah oui, donc, comme je vous ai dit, dans les compétences, vous mettez les compétences techniques, vous mettez les compétences informatiques, puis les compétences linguistiques, et vous rajoutez les compétences personnelles. Donc, personnel, comme vous le savez à la première séance que vous avez eue durant ce module, c'est tout ce qui est travail en équipe, collaboration, l'intelligence émotionnelle, etc., etc. Bien sûr, celles que vous avez déjà insérées dans les différents stages professionnels, projets académiques, formation académique, etc. Quoi d'autre? Ben, vous pouvez aussi rajouter les centres d'intérêt, les activités associatives. Bien sûr, il faut aussi miser sur la forme. Comme je vous ai dit, la forme est aussi importante que le fond. Choisissez un format adapté, donc un template qui permette que le CV soit lisible. Et bien sûr, mettez des mots clés. Vous pouvez, vous savez,
rappelez-vous le titre. Donc, je vous avais dit de mettre élève ingénieur, etc. En bas, à la recherche d'un stage de PFE à partir de tel mois. Et en bas, vous pouvez même rajouter une petite ligne pour mots-clés, 2 points, et vous mettez les mots-clés qui par exemple, donnent une idée sur les compétences techniques que vous avez. Ça permet de gagner du temps aussi par rapport aux recruteurs. Alors, les 5 erreurs à ne pas faire. 1. Signez votre CV. 2. Mentionner la mention, mettre la mention CV au curriculum vitae, ça n'a absolument aucune utilité. 3. Envoyer votre CV sous format Word. Il faut l'envoyer sur format PDF. Ne dépassez pas une page. Et quoi d'autre? Et essayez de catégoriser au maximum vos différentes expériences, quelles qu'elles soient, pour que ça soit très simple pour l'employeur. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, suivant votre statut, vous allez rajouter ou enlever certains éléments. B. Pour la lettre de motivation, est-ce que vous savez quel est l'intérêt de la lettre de motivation? Madame, ça sert à montrer aux recruteurs à quel point nous voulons le travail, nous voulons le stage. Tu peux répéter, s'il te plaît? Elle détaille, je dis, la lettre de motivation, elle détaille plus nos compétences, elle est plus détaillée que le CV et elle est plus précise par rapport au poste, par rapport au stage qu'on veut. Excuse-moi, je n'ai pas compris ce que tu as dit à la fin. Je dis, la lettre de motivation, elle est plus précise sur nos compétences et sur le stage qu'on recherche, en fait. Ah, comment ça, plus précise? Dans la lettre de motivation, on met les raisons pour lesquelles on veut le stage, on met les compétences qui cadrent avec le stage et on met la durée du stage. Ah, est-ce que vous êtes d'accord avec votre camarade? Oui, non? madame. Pourquoi? Qu'est-ce que tu penses, toi? Quel est son intérêt? Madame, la lettre de motivation, c'est juste pour vous donner plus de chance. C'est pour que votre CV soit plus clair, attirant. D'après vous, mais c'est une bonne remarque. D'après vous, est-ce que l'employeur lit le CV avant ou la lettre de motivation avant? La lettre La lettre de de motivation. motivation avant, normalement. madame. Non. À mon avis, Non. Comment il va lire la lettre de motivation? Alors, la lettre de motivation est plus précise. Qu'est-ce que je vous ai dit, moi, tout à l'heure, par rapport au CV? Il met combien de temps pour lire le CV? 30 secondes, quand 30 secondes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va défiler ou il va regarder votre CV en diagonale, donc pendant 30 secondes. S'il y a un élément ou des éléments qui l'ont intéressé dans votre candidature, à ce moment-là, il va lire votre lettre de motivation qui va lui donner beaucoup plus de précision sur votre profil, sur votre projet professionnel, sur vos atouts et qu'est-ce que vous allez lui apporter en tant qu'entreprise. Vous voyez? Donc, il est important que la lettre de motivation soit précise et rédigée. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, rappelez-vous, même si le CV est normalement personnalisé, chose que 90% des étudiants ne le font jamais, et même les chercheurs d'emploi de façon générale, hein, ce n'est pas par rapport à vous. Par contre, la lettre de motivation, il est obligatoire qu'elle soit personnalisée à l'entreprise et personnelle par rapport à vous. Ne vous amusez pas à envoyer des lettres de motivation bateau parce que vous êtes en train de perdre une occasion que l'employeur apprenne un tout petit peu à vous connaître. Et n'oubliez pas que la lettre de motivation. Alors, le CV donne envie de lire la lettre de motivation et la lettre de motivation donne à l'employeur l'envie de vous voir.
Donc, ensuite, oups. En fait, et en plus, n'oubliez pas qu'il va lire certains éléments de votre CV. Et donc, imaginez qu'il a en face de lui, il recherche un élève ingénieur, la même spécialité que vous. Il aura en face de lui des personnes qui ont plus ou moins le même profil, plus ou moins le même parcours, plus ou moins les mêmes stages professionnels, les mêmes compétences techniques. Qu'est-ce qui fera la différence? C'est la lettre de motivation. Et sachez une chose, que si l'employeur la demande, c'est qu'il en a besoin. S'il ne la demande pas, c'est que pour lui, ce n'est pas important. Mais s'il la demande et qu'il en a besoin, il faut que vous la fassiez, il faut qu'elle soit très bien écrite, très bien rédigée. Sinon, vous allez vous griller, vous allez perdre une occasion de montrer ce dont vous êtes capable. Hein. Ensuite, et c'est ce qui va donner envie à l'employeur de vous voir. Maintenant, il y a deux types de lettres de motivation. Il y a la lettre de motivation ciblée et la lettre de motivation spontanée. Est-ce que, donc ciblée, comme son nom l'indique, elle est en rapport avec une offre d'emploi bien déterminée? Est-ce que vous savez ce que c'est une lettre de motivation spontanée pour candidature spontanée? Je vous écoute. Est-ce que, madame, c'est une lettre de motivation qu'on peut utiliser On t'entend plus, Khalid. Tu peux répéter, s'il te plaît? Oui. Est-ce que c'est une lettre de motivation, donc par défaut, qu'on peut envoyer à n'importe quelle opportunité qu'on cherche? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la lettre de motivation? Elle est personnalisée? Voilà, elle est toujours personnalisée. On n'envoie jamais une lettre D'accord. bateau à toutes les sociétés. Oui, mais donc, je sais Non. pas. Non, c'est pas ça. Les autres. Mais merci pour la proposition, Khalil. Les autres. Je vous écoute. Madame, Les s'il vous autres. plaît, c'est quoi les questions? C'est quoi une lettre de motivation pour candidature spontanée? Madame, lorsque une société n'a pas une demande de travail, Et donc, toi, Oui. quand tu envoies une candidature spontanée, c'est pour quoi faire? lorsqu'il y a une offre d'emploi ou il y a une opportunité, Oui. le RH il est retourné pour voir les CV ou les candidatures spontanées pour jeter ou choses comme ça. Tu peux répéter ce que tu as dit à la fin, c'est tout. Lorsqu'il y a une opportunité ou il y a une offre d'emploi dans cette société, le responsable RH, il revient à tous les candidatures spontanées et Et fait vous le êtes tri. prioritaire. Et voilà. Oui. Et ces candidatures sont prioritaires par rapport aux candidatures ciblées. Mais quel est l'intérêt du candidat? Toi, tu as parlé de l'intérêt pour la société. Maintenant, quel est l'intérêt pour le candidat Ahmed? Madame gagner plus de chance avec cette société. Mais s'il n'y a pas d'offre d'emploi, où est la chance dans l'histoire? Lorsqu'il y a une offre d'emploi. Donc, en fait, gagner une chance au cas où il y a une offre, voilà, j'ai Oui, gagné ma chance. oui, Non, madame, pas c'est ça. totalement. Non, pas totalement, Ahmed. En fait, la candidature, c'est pas faux ce que tu as dit par rapport à la société. Oui, Ahmed, tu veux dire autre chose? D'accord. À mon avis, madame, par exemple, dans le bureau du travail, ou bien se trouvent des sites qui relient les employés avec des sociétés, alors le candidat ne connaît pas la poste voulue par les sociétés, alors il pose une candidature spontanée, à mon avis. Oui, il crée un CV spontané aussi, une lettre de motivation spontanée. Mais s'il ne Parce connaît qu'il pas ne le connaît poste, pas Ahmed, l'offre. Oui. mais s'il ne connaît pas le poste, comment il va faire pour mettre ses atouts en valeur?
On connaît, madame, le domaine. Nous sommes des ingénieurs en informatique, mais se trouve beaucoup de spécialités. Par Oui, exemple, voilà. Et dans ta on a des spécialité, latines. D'accord? si je suis ta logique, Ahmed, toi, ta spécialité, c'est quoi? Embarqué. Embarqué. Tu vas postuler pour un travail ou un stage en BI. Madame, nous sommes des ingénieurs en informatique. 90% c'est ingénieurs en informatique, 20% c'est notre spécialité. Probablement. Donc, nous sommes capables, comme a dit Emir, de créer des sites, de faire gérer les bases de données. Se trouve plusieurs métiers qu'on peut Oui, je comprends ce que tu les veux faire. dire. Oui, finalement, c'est ce qui est mis sur ton diplôme. Mais le problème, c'est que de l'autre côté, l'employeur n'aura pas forcément. Qu'est-ce qui fera que l'employeur va t'accepter toi et pas quelqu'un d'autre? D'accord, mais spontané, madame, c'est plus qu'on ne connaît pas le nom de la société. Non, c'est pas ça, Ahmed. Au contraire. En Madame, fait, non, je ne connais pas lorsqu'il y a des offres ou non. voilà, c'est plutôt comme a dit Ahmed Mahmoud, c'est Mais ça. nous avec le domaine de travail ou les spécialités de cette société. Non, c'est pas vraiment ça. Regardez, c'est pas totalement faux ce que tu as dit, Ahmed Mahmoud, hein. Alors, regarde, en réalité, c'est au niveau de l'offre d'emploi. Ça, c'est dans un premier temps. Je vais vous donner l'objectif derrière. Donc, pour candidature ciblée, c'est qu'il y a l'offre d'emploi bien déterminée avec ce qu'on recherche, le poste est vacant et on a besoin de quelqu'un. Pour la candidature spontanée, il n'y a pas d'offre d'emploi, il n'y a pas de poste, il n'y a pas de poste vacant, on va intégrer personne. Maintenant, quel est l'intérêt d'une candidature spontanée? Comme a dit votre camarade Ahmed, c'est que quand il y a une offre d'emploi pour ce poste en particulier, les candidatures spontanées sont prioritaires. Maintenant, l'intérêt pour le candidat, c'est quoi? C'est qu'il va postuler pour le poste qu'il voudrait faire, dans le sens où il rêve de faire, d'occuper ce poste-là. Donc, les candidatures spontanées, s'il vous plaît, ne les faites que pour les postes que vous voulez occuper. Ne faites pas une candidature spontanée juste pour faire une candidature spontanée. Ça ne sert strictement à rien et ça peut se retourner contre vous. Faites-les quand il y a, par exemple, dans la société, je dis n'importe quoi. Vous pouvez en revanche, par exemple, vous avez une société qui propose différentes offres d'emploi, vous postulez pour une offre d'emploi bien déterminée, il y a un poste que vous voudriez occuper, mais pour lequel il n'y a pas d'offre d'emploi. À ce moment-là, vous faites une lettre de motivation ciblée et une lettre de motivation spontanée pour l'autre poste. Et indépendamment du fait que vous soyez prioritaire pour le poste en question, si jamais il y a une offre d'emploi, ça peut jouer le rôle de déclic pour l'employeur si jamais il y a beaucoup de personnes qui postulent pour ce poste-là. Bien sûr, ça, c'est dans le cas extrême, hein, ça ne se fait pas toujours, mais ça pourrait le faire. Mais en tout cas, l'objectif principal pour une entreprise, c'est ce dont a parlé Ahmed, et l'autre objectif pour le candidat, c'est le fait de demander de travailler quelque chose qu'il voudrait faire, tout simplement. Parce que, en fait, vous allez voir dans la structure, il se rapproche beaucoup, hein, donc il est, bien sûr, toute lettre de motivation reste toujours pour une société. C'est pour ça que je dis personnalisée, parce qu'elle est personnalisée par rapport à la société. Donc, une société en particulier, parce que chaque société a un secteur d'activité, chaque société est connue pour quelque chose, etc., etc. On continue. Pardon. Excusez-moi. Oups. Attendez, hein.
Voilà. Alors, n'oubliez pas que la lettre de motivation est une lettre formelle. Donc, il y a des choses à respecter, à savoir le nom et prénom de l'émetteur, de celui qui écrit, en haut à gauche. Je vais vous montrer après des exemples, hein, avec son adresse mail, son numéro de téléphone, etc. Et en bas, en décalé à droite, il y a le nom du destinataire si vous le connaissez, sinon la société, l'adresse de la société, la ville, le code postal et le pays de la société pour laquelle, par la suite, vous mettez donc la date et le lieu de l'envoi de la lettre, puis vous avez la structure. Dans la structure, alors pour une candidature ciblée, vous mettez objet, demande de candidature pour le poste 2 ou candidature au poste 2, etc. Vous mettez la référence. Par la suite, si vous ne savez pas, une fois de plus, quel est le destinataire, vous mettez madame, monsieur. Si vous savez de qui il s'agit, vous mettez soit madame, soit monsieur. Si vous avez un doute, que ce soit un homme ou une femme, mettez madame, monsieur. Surtout pour les prénoms mixtes. Maintenant, pour la structure. Vous commencez par expliquer. C'est pour cibler, bien évidemment, hein. Où est-ce que vous avez vu l'offre d'emploi? Pour quel poste? Et pourquoi vous désirez postuler pour ce poste-là? Par la suite, vous parlez de vous. Vous parlez d'une ou deux expériences, bien sûr, dont les tâches rappellent ce qu'on vous demande dans l'offre d'emploi. Et bien sûr, vous parlez en détail des tâches que vous avez effectuées, des compétences techniques que vous avez acquises, des compétences personnelles aussi. N'évoquez ou ne parlez que de deux expériences au grand maximum. Sinon, 2 stages qui vous rappellent, ou bien à la limite un stage, un projet académique, mais ne parlez pas beaucoup d'autres choses. Ça doit être un petit paragraphe. Hein. Ensuite, vous parlez de l'éventuelle collaboration entre vous et la société. Là, vous allez miser sur vos atouts qui feront de vous la personne la plus apte à occuper ce poste-là. Pour le stage aussi, c'est valable, hein, d'accord? Et là, en parlant de vos atouts, de vos qualités, vous pouvez évoquer éventuellement comment vous avez acquis cet atout, soit à travers une activité associative, soit à travers un centre d'intérêt. Et bien sûr, vous finissez par une demande de rencontre pour un entretien et vous finissez par une formule de politesse. Vous signez à la fin. Maintenant, pour la candidature spontanée, voilà. Vous commencez par vous. Puis après, vous commencez par la manière dont j'ai oublié. La manière, voilà, le poste qui vous intéresse par rapport au poste. Ensuite, vous parlez de vous partez, donc l'expérience que vous avez acquis. Et par la suite, vous demandez un entretien. Alors, ensuite, regardez ici, voilà, pardon. Donc là, comme vous voyez la structure, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, pardon, voilà. Donc là, regardez, en haut à gauche, comme je vous ai dit, l'émetteur, en décalé, le destinataire, le lieu et la date d'envoi, l'objet. Comme vous voyez ici, si candidat spontané, donc vous stipulez le titre du poste auquel vous souhaitez postuler. Là, vous utilisez la référence parce que pour les candidatures ciblées, il y a de la référence. Hein. Que ce soit sur un site, que ce soit par mail, vous avez une référence. Et bien sûr, ne dites pas bonjour, ne dites pas cher monsieur, chère madame, dites juste madame, monsieur, madame ou monsieur. Avec le nom de famille, s'il vous plaît, pas le prénom, parce que c'est faux, en fait, de mettre le prénom. Quoi d'autre? Voilà. Par exemple, ici, suite à votre annonce sur le site 2, je vous soumets ma candidature pour le poste 2, etc., etc. Là, par contre, titulaire d'un master, vous mettez votre formation et vous mettez quel est le stage ou qu'est-ce que vous avez acquis, bien sûr, en relation directe avec l'offre d'emploi.
Ensuite, regardez ici, il y a différentes accroches et différentes manières de faire. Juste, j'attire votre attention sur quelque chose. Je sais qu'il y a beaucoup de modèles sur Internet et c'est normal. Moi, je le sais, l'employeur le sait, tout le monde le sait. C'est pas une découverte, quoi. Vous n'allez pas imaginer quelque chose qui n'est pas sur Internet. Maintenant, faites un effort pour personnaliser, dans le sens où dites-lui ou montrez-lui que vous avez fourni un effort. Un, pour chercher des informations sur la société, montrez que vous la connaissez un tout petit peu, flattez son ego si vous voulez, l'ego de la société, mettez en valeur votre produit et mettez en valeur vos atouts, au point qu'il a l'impression que vous l'avez écrite spécialement pour lui. Donc, mais ne rajoutez pas, parce qu'il y a des personnes, en fait, ce qu'elles font, c'est que quand elles ont des points, genre dans une lettre de motivation, dans un modèle, elles ajoutent vraiment le minimum. Au point que ça se voit que ce n'est pas... Au point que ça se voit que c'est un modèle, pardon. Donc, on voit que la personne n'a pas fourni énormément d'efforts. Et ça, c'est mal vu, hein, bien évidemment. Ensuite... donc, bien sûr, évitez de commencer vos phrases avec « je », plutôt préférez, par exemple, durant mon dernier stage professionnel, etc., je, etc. Parce que ça fait très arrogant de commencer toutes les phrases par « je ». Et bien sûr, mettez des verbes d'action pour montrer les tâches, pour mettre en évidence les tâches que vous avez effectuées, les résultats que vous avez obtenus et les compétences que vous avez acquises. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Ici, bien sûr, c'est la future collaboration. Donc, par exemple, ma capacité d'adaptation, de gestion de priorité me permettront, à n'en pas douter, de répondre efficacement aux tâches qui me seront confiées. Bien évidemment, si pour l'employeur, il a mis que les compétences requises, parmi les compétences qu'il recherchait, c'était la capacité d'adaptation et la gestion de priorité. Bien évidemment, ce n'est pas très utile. Ensuite, la formule de politesse, ne l'oubliez pas, hein, d'accord, qui est toute banale, hein, mais c'est important de la finir, de la mettre parce que voilà, ça permet de clôturer une lettre formelle. Et bien sûr, votre signature. Hein. Donc, dites-vous que votre lettre doit être personnalisée, professionnelle, percutante et personnelle. Moi, je rajouterai même personnel. Hein. Et voilà. Donc, là, je vais vous montrer certains exemples de CV et d'autres exemples de lettres de motivation. Je vais vous montrer ça de suite. Attendez, s'il vous plaît, un instant. D'abord, est-ce qu'il y a des questions? Ok. Je vous montre ça de suite. Hein. Vous voyez mon écran? Oui. Alors, vous voyez donc à gauche, alors il y a deux couleurs. Ah oui, autre chose, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, par rapport au CV, pas plus de 2 couleurs de fond, s'il vous plaît, et pas plus de couleurs de la police. 2 couleurs, pas plus. Et bien sûr, vous pouvez jouer sur l'italique. Donc, comme ça permet de montrer l'ordre d'importance. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, pas de couleur flashy. D'accord? Tout ce qui est jaune, fluo, rose, orange, etc. De préférence, non. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Le fond de l'image, maintenant. Le fond, oui. Le fond, quoi, le fond de l'image? Je n'ai pas compris. Le fond, l'arrière-plan de l'image, il faut préférer le blanc. Ah, tu veux la photo? Oui. Ah oui, bien sûr, ça doit être un fond neutre. Donc, que ce soit blanc, bleu, gris, comme c'est le cas ici, que ce soit un fond neutre, tout simplement. Comme vous voyez ici, donc, il a commencé par l'expérience professionnelle et ensuite, donc, là, l'accroche pour le profil, les actions personnelles,
Ensuite, donc, les formations, le logiciel. Bon, moi, je ne suis pas totalement pour par rapport au point. Mais bon, si vous voulez, vous pouvez le faire éventuellement pour cela. Pour les compétences personnelles, oui. Les langues, comme je vous ai dit. Et les centres d'intérêt, vous mettez, bien sûr, vous mettez des détails quand même. Hein. Si vous mettez sport dans l'absolu, non. Ça sert strictement à rien. C'est le sport que vous mettez. Parce que chaque sport aura compétences personnelles bien déterminées. Vous aura permis d'acquérir certaines compétences personnelles. Et les activités associatives aussi. Le fait d'être président ou le fait d'être bénévole. Pardonnez-moi un instant. Pardon. Juste un instant. Hein. Je sais que vous n'êtes pas en train de voir. Normalement, vous ne voyez plus mon écran. Hein. Vous voyez mon écran, c'est bon? Oui, madame. Oui, madame. Là, c'est un autre template, comme vous voyez ici. Donc, la personne a commencé par la formation, après les expériences, le nom et le prénom, le poste, donc le titre aussi, hein, le titre du CV, profil, les centres d'intérêt et les compétences informatiques. Vous rajoutez aussi les compétences personnelles. Donc là, il y a aussi... Ah non, pardon, ça ne fonctionne pas. Je vous mets aussi donc, les lettres de motivation. Alors, ici, exemple type d'une lettre de motivation, nom, prénom, adresse, code postal, ville, nom de téléphone, le courriel. Ici, donc le destinataire, si vous connaissez, sinon vous mettez rien, vous mettez seulement le nom de la société, l'adresse, code postal, ville et bien sûr le lieu et la date d'envoi de la lettre. Ici, pièce jointe, donc le CV. Vous pouvez ne pas le mettre, hein, c'est important. Objet de point candidature au poste 2. Madame, monsieur, vous mettez étant actuellement à la recherche d'un poste, d'un emploi, je me permets, etc. Donc, vous voyez, les 4 paramètres sont assez distincts et la signature en bas à droite. Pareil ici aussi. Donc, candidature au poste 2. Ici, donc vous mettez la référence en haut et voilà, c'est la même chose. Hein. Là, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de problème. Mais bien sûr, mettez beaucoup de détails, s'il vous plaît. Ensuite, ici aussi, c'est un autre exemple de lettre de motivation. Comme vous voyez ici, pareil, vous rajoutez des éléments. Et comme vous le voyez, hein, c'est assez distinct et ça ne doit pas dépasser une page. Bien évidemment, il est préférable de laisser au format PDF pour ne pas que la mise en page soit modifiée. C'est le cas pour le CV et la lettre de motivation. Hein. Bien sûr, il est important aussi votre réseau d'entretenir votre profil LinkedIn. C'est très important parce que ça voudra, en fait, LinkedIn joue le rôle de vitrine, en fait, par rapport à votre profil, par rapport à ce dont vous êtes capable, parce que tout simplement, sur votre profil LinkedIn, vous pouvez mettre une preuve de vos réalisations, de ce que vous êtes en train d'entreprendre, et c'est intéressant, et ça pourrait être intéressant pour vous. Et donc, n'oubliez pas que vous pouvez, à ce moment-là, mettre un lien de votre profil sur votre CV. Bien sûr, pensez à mettre une photo de profil, par contre, sur le profil LinkedIn, et une photo professionnelle. Ensuite, quoi d'autre? Donc, rajoutez une bannière. Donc là, donc c'est une sorte de qu'est-ce que j'allais dire? D'accroche.
Et quoi d'autre? Et n'hésitez pas à rendre soyez le plus actif possible, le ou la plus actif possible sur LinkedIn, hein, parce que ça peut vous rajouter énormément de choses. Hein. Et n'hésitez pas à mettre des présentations de choses que vous avez faites, d'événements dans lesquels vous étiez présent, où vous avez organisé vos réalisations, etc. Et voilà. Ensuite, par contre, ce qui serait intéressant, je vous montre ça de suite, on l'a mis dans le complément de cours. Je vais vous montrer ça de suite. Ça pourrait, en fait, ça serait bien pour vous de mettre ça, de compléter ce tableau, parce que ça va vous apprendre à vous connaître davantage par rapport en tant que profil, peut-être éventuellement sur le marché du travail, et voir est-ce que vous, en tant que personne, vous avez de l'impact. Oui. Quelqu'un veut dire quelque chose? Oui, Khalid, tu veux dire quelque chose? Madame Khaled, تورينا في حاجة في الكروم تاعك فترقص. Non, j'ai rien dit. Non. Ok. Je vais montrer. Non, t'inquiète, Khalid. Là, j'ai mis quelque chose. Là, normalement, vous êtes censé voir. Vous voyez ou pas? Oui, madame. Oui. Alors, là, chaque recherche d'emploi, vous pouvez vous amuser à faire ça. Ça permet de prendre conscience de tout ce que vous avez entrepris durant vos expériences. Par exemple, objectif, ce que vous avez fait, ce que vous avez obtenu comme résultat, ce que vous avez retenu, les compétences que vous avez beaucoup plus maîtrisées et celles que vous maîtrisez moins. Oups, pardon. Attendez, s'il vous plaît. Hein. Attendez. Voilà. Pardon. Et donc, vous le faites pour chaque poste. Hein. Ensuite, vos choix personnels. C'est une sorte de, d'une prise de conscience et de se rendre compte de ce dont vous êtes capable de faire, par exemple, avant de chercher un travail. Ça se fait généralement. C'est comme ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à l'inventaire de compétences, sauf que là, c'est beaucoup plus en détail parce que ça va vous permettre de savoir hiérarchiser donc vos expériences, vos stages professionnels et surtout savoir ce que vous devez mettre et ce que vous devez ne pas mettre. Ça ne rajoute rien à vos choix, par exemple, votre projet professionnel. Par exemple, ici, quel était votre choix, quelles étaient les différentes options, qu'est-ce qui vous a motivé. Et ça peut même vous aider pour vous préparer à l'entretien, hein, en plus. Hein. Donc, aussi, ici, les compétences techniques, vous pouvez les lister. Comme ça, vous êtes sûr de les rajouter. Les compétences sociales, transverses. Ensuite, ici, les formations que vous avez suivies. Des formations qui ne sont pas par contre académiques. Hein. Vous pouvez avoir suivi des formations qui sont dehors académiques. Ça peut être aussi des certifications que vous avez. Donc là, vous mettez, par exemple, quand est-ce que vous l'avez passé, le descriptif de la formation et ce que vous avez pu acquérir comme savoir et compétences. Là, les centres d'intérêt aussi. Vous pouvez mettre de ce que je vous avais dit au début de la séance, quand vous réfléchissiez par rapport, quand je vous avais demandé de réfléchir par rapport au secteur d'activité, à la dimension de l'entreprise pour laquelle vous souhaitez travailler. Donc là, vous pouvez vous amener à faire ça et de vous poser la question justement, est-ce que vous préférez travailler tout seul ou en groupe? Est-ce que vous préférez avoir un horaire fixe ou variable? Est-ce que vous préférez être mobile dans le sens où vous avez des etc., la responsabilité? Est-ce que vous préférez avoir un contrat CDD, CDI? Ça permet de vous connaître le plus, enfin, que vous, comme ça, vous soyez beaucoup plus efficace dans votre recherche d'emploi dans un premier temps et dans votre entretien d'embauche dans un deuxième temps. Là, par exemple, votre projet professionnel, quels sont les atouts que vous avez, ceux que vous devez acquérir,
quels sont les débouchés que vous pouvez avoir sur le marché du travail. Est-ce que vous avez des contraintes? Si oui, lesquelles? Est-ce que vous avez un plan d'action pour acquérir certaines choses, certaines compétences? Si vous avez un projet de formation, qu'est-ce que vous désirez faire? Qu'est-ce que vous désirez apprendre? Formation ou certification, hein, etc., etc. Donc là, ça peut vraiment vous apprendre à vous connaître beaucoup plus pour être beaucoup plus efficace dans la recherche d'emploi. Ça, quand vous allez rechercher un emploi. Pour le stage, mais peut-être à ce moment-là, il vaudrait mieux faire l'inventaire de compétences pour avoir une idée sur ce que vous valez sur le marché du travail et quelles sont les compétences sur lesquelles vous devez travailler, vous devez apprendre à maîtriser davantage et quelles sont celles que vous ne maîtrisez pas du tout, pour justement mettre en place un plan d'action pour les acquérir. Bien sûr, des compétences techniques et personnelles qui sont pour vous obligatoires ou indispensables pour le travail que vous allez faire par la suite ou pour le stage dans un premier temps que vous allez devoir faire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, non? Des questions? madame. Oui, oui. Oui, madame. Il y a des questions ou c'est bon? C'est bon. Ok, alors ce que je vais faire pour l'asynchrone, je vais vous donner maximum donc l'asynchrone ou bien vous avez 2 semaines d'ici la fin de ce module-là. Je vais vous créer un devoir pour la lettre de motivation et pour le CV. Et s'il vous plaît, si vous avez déjà corrigé à la lumière de tout ce que je viens de dire aujourd'hui, hein, s'il vous plaît, si vous avez corrigé, modifié votre CV et votre lettre de motivation, je vous invite à les déposer. Mais une fois que vous avez fait ce travail au préalable, pas avant, s'il vous plaît. Moi, j'ai eu un étudiant qui m'a envoyé par mail son CV et sa lettre de motivation, même pas 5 minutes après la fin du cours, en synchrone, pardon. Et il m'a dit, j'ai tout lu, madame, j'ai tout modifié. Je ne sais pas comment il a fait pour lire en 5 minutes. Donc, s'il vous plaît, faites cet effort pour vous corriger, vous auto-évaluer, modifier votre travail, votre CV, votre lettre de motivation pour que moi, je ne perde pas beaucoup de temps. Facilitez-moi la tâche, je vous en prie. C'est clair pour tout le monde? Oui, madame. Oui, madame. Bien. Autre chose, je vais, comme je vous ai dit, envoyer un mail pour, je vous le répète une fois de plus, les personnes qui ont une certification valide m'envoient une copie de leur certification